Le CREA est une communauté de plus de 170 archéologues et archéomètres qui travaillent sur toutes les périodes, de la préhistoire à la période contemporaine, sur Terre, mais aussi sous la mer. Le labo, comme il est familièrement appelé par ceux qui le fréquentent, a été fondé en 1947 par Pierre Rolangio. Il possède des archives photographiques et filmiques qui permettent non seulement de raconter son histoire, mais aussi de remonter aux origines mêmes de la recherche archéologique. Il a comme particularité d'être précoce. Il n'y a pas beaucoup de labos qui vont se focaliser notamment sur la préhistoire dans les années 50 et 60. Par contre, son histoire institutionnelle ne me paraît pas très différente des autres labos. C'est-à-dire que comme toutes ces équipes, elles se forment avec la création du CNRS en 1939. Donc avant, il n'y a rien de tout ça. La recherche archéologique, elle est ouverte en fait à tous les amateurs, les profanes qui souhaitent faire de la recherche. Mais globalement, quand même, il y a une structuration qui se fait, mais de manière associative, on va dire, par les sociétés savantes. Ces labos, ils ont tous leurs racines dans cette histoire précédente, parce que les premiers chercheurs qu'on recrute, ils ont été formés ou ils ont pratiqué la préhistoire dans l'entre-deux-guerres en lien assez étroit avec ce monde des sociétés savantes et des amateurs. Les sociétés savantes, elles jouent un rôle très important dans toutes les sciences où il faut rassembler des données de terrain. Par exemple en botanique, en zoologie et en géologie, et de l'archéologie métropolitaine, donc archéologie médiévale, gallo-romaine, et puis archéologie préhistorique aussi. Les activités qui sont promues par ces associations sont des activités sérieuses, donc notamment les activités scientifiques, mais aussi un signe qui distingue la bourgeoisie des catégories populaires, qui est le fait d'avoir des loisirs. Donc on est suffisamment aisé et éduqué pour avoir des loisirs, et en même temps on transfère dans les loisirs les valeurs du travail, du sérieux, qui sont dans les valeurs de la bourgeoisie. C'est exactement ça que je vois dans les images. Je vois des notables qui posent très souvent devant des mégalithes, et un peu comme si c'était des trophées de chasse d'une certaine manière. Oui. Ces membres des sociétés savantes ne fouillent pas eux-mêmes. En fait, ils embauchent des ouvriers pour fouiller, qui sont des ouvriers agricoles, des ouvriers qui travaillent dans les carrières, mais qui ne sont pas des archéologues du tout. Et donc, du coup, ces membres des sociétés savantes, ils ne mettent pas beaucoup la main à la pioche, on va dire. D'où ces mises en scène où, effectivement, les vestiges sont des sortes de trophées de leur activité, et une sorte de symbole du fait qu'ils consacrent leur loisir à cette activité sérieuse qu'est la production de connaissances scientifiques. Après, ce qui me paraît intéressant, moi, c'est de se demander pourquoi Gio a ramené toutes ces archives au CREA. Pourquoi ? Parce qu'une partie de ces photos documente un peu les sites, mais beaucoup documentent plutôt un monde social et culturel qui est en train de disparaître quand Gio fonde le laboratoire. Donc c'est intéressant de voir comment il a lui-même fabriqué par l'image une sorte de généalogie du laboratoire. Il est un peu touche-à-tout, il fait des études en géologie, mais finalement il fait une thèse d'anthropologie physique. Et le premier laboratoire
intègre aussi l'ethnologie locale. Donc il y a anthropologie, préhistoire, ethnologie. Il était presque il était pluridisciplinaire à lui tout seul. Et donc effectivement, il est passé de la géologie à l'archéologie. Préhistorique et puis ensuite des périodes historiques. Il savait trouver dans chaque discipline l'intérêt que ça pourrait avoir pour répondre aux questions de recherche qu'il se posait. Au départ, il y a une question finalement de méthode de travail et de lecture des terrains. Hein. La base de la lecture stratigraphique, c'est un outil de géologue, mais que l'on utilise en archéologie. Les premiers collaborateurs que Juo avait recrutés, c'était donc Yves Coppens, bon, qui n'est pas resté très longtemps, mais surtout Jean Lelgouache et Jacques Briard, qui eux sont restés et pour lesquels Pierre Roland Juo a obtenu un peu des postes clés. Jean Lelgouache pour le néolithique, puis pour l'âge du bronze, Jacques Briard. Donc il plaçait un peu ses élèves, enfin il avait ce souci à la fois de former des gens et puis ensuite de les placer finalement un petit peu par spécialité. Pour moi, il est très lié au mégalithisme. En langage profane, on va dire que c'est tout ce qui est menhir, dolmen. Alors le mégalithisme, ça a été son étude du site de Barnénez, je dirais qui a été presque accidentelle au départ, hein, puisque il était quand même en responsabilité administrative de l'archéologie pour le ministère de la Culture. Et puis en visitant le site, il s'est rendu compte que ce site servait de carrière à un entrepreneur de la région. Et il a fait arrêter donc le saccage, entre guillemets, puisque là, le site était voué à disparaître si l'extraction avait continué. Et à partir de là, finalement, ça l'a aidé à découvrir ce site, à s'y intéresser. Et puis, ça a été la première très grande fouille de monuments mégalithiques qu'il a menée sur une dizaine d'années. Il a acheté une caméra de mémoire dans les années 50. Bon, à l'époque, ça n'était pas fréquent. Et finalement, il s'en est servi à la fois pour documenter des opérations de fouilles archéologiques, mais aussi des faits de société. Alors, il y a des fêtes de Cornouailles, il y a des scènes rurales de battage du blé, de récolte du goémon. Et finalement, il avait aussi cette sensibilité d'ethnologue. De dire on saisit des gestes, on saisit des pratiques, soit pour finalement essayer à un moment donné de documenter des choses qui relèvent du passé mais pour lesquelles on n'a pas de visuel, puisque bon, en archéologie, voilà, il nous manque quand même les gens au travail et en conditions de vie. Alors il y a cet aspect-là, et puis il y a aussi le côté, je suis peut-être en train de voir des choses qui vont disparaître à court terme, donc le côté témoin aussi de son époque. Et donc ça, c'est aussi une des facettes de son travail. Est-ce qu'on pourrait dire qu'il avait un rapport nostalgique au passé ou pas du tout? Nostalgique, non. Non. Non, non, la nostalgie ne faisait pas partie de ses moteurs. Il n'y avait pas d'aspect sentimental. Je me souviens d'une conversation qu'on a eue tous les deux un jour et qui s'est conclue. Il m'a dit ah, mais vous êtes infernal, vous êtes beaucoup trop anthropocentré. C'est-à-dire que lui, finalement, il était quand même, sa formation initiale de géologue l'avait quand même beaucoup marqué, c'est-à-dire qu'en fait, il étudiait un squelette humain ou une maison, voilà, en fouille archéologique, enfin les restes d'une maison, comme il étudiait ses cailloux. C'est-à-dire que c'est un objet d'étude. Et moi, à chaque fois, j'étais là sur, bah oui, les gens qui ont vécu là, et voilà. Et un jour, il m'a dit, voilà, vous êtes beaucoup trop anthropocentré. Donc, bon, je pense que ça, c'était sa formation initiale de géologue qui avait conditionné ça. Je voulais faire de l'archéologie, on était en 68, j'avais fait vaillamment mai 68.
Oui, je voulais faire de l'archéologie. J'ai cherché, puis j'ai trouvé le laboratoire que Géo avait créé quand même à peu près 20 ans plus tôt. Hein. Et il m'a accepté. À l'époque, le labo était installé dans l'Institut de géologie au Tabor. Alors c'était un institut prestigieux, quoi. Il y avait des peintures. J'ai oublié le nom du peintre, mais c'est un peintre breton très connu de l'entre-deux-guerres. Le bureau de Géo était au milieu du couloir. Bon, puis il y avait le café du matin, il y avait le café de l'après-midi, où on se regroupait. Et de temps à autre, je descendais au sous-sol, et là, c'était un véritable laboratoire avec du matériel de laboratoire. Et je savais que ce laboratoire était en train de déménager sur ce site, ici. Alors à l'époque, il m'avait confié quelques centaines, puis quelques autres centaines de hachadouilles armoricaines que vous avez là sur l'image, et qui sont des petits objets en bronze qu'on supposait être des monnaies à l'époque, des objets en bronze qui ont été faits entre 700 et 500 avant Jésus-Christ en gros. Et à l'époque où j'ai commencé à travailler au labo, c'était un peu un objet phare de l'âge du bronze, qui était la spécialité de Jacques Briard. Donc ils avaient besoin qu'on étudie des scieries. Parce que quand on trouve des hachadouilles dans le sol, c'est bien souvent par centaines, voire par milliers. Donc c'est assez terrible à étudier. Vous étiez assez jeune à ce moment-là, quand vous êtes arrivé au labo de géologie. J'avais 22 ans, 22-23 ans. Et comment c'était alors, à 22 ans, d'arriver dans cet univers d'hommes Oh, sur le coup, ça ne m'a pas du tout dérangé. C'était nouveau, je découvrais, c'est tout ce qui comptait pour moi. Hein. C'était plutôt accueillant. Là, Géo était compliqué. Il n'était pas chaleureux sur le plan humain. Et puis, je pense que le quotidien, ça comptait très peu pour lui. Hein, autant moi, j'aime bien manger, j'aime bien rire, lui, alors pas du tout. Je trouvais que c'était dommage, quoi. Alors j'ai essayé de le faire rigoler. J'avais un mur en face de moi. Mais en contrepartie, c'était un travailleur extraordinaire. Hein. Et puis, il s'était entouré d'une équipe aussi de gens de qualité. C'est une poignée de gens qui se sont soudés. Il y avait des heures de tempérament de temps à autre, mais il y avait une ambiance familiale, quoi. Vraiment familiale. On allait travailler sur les chantiers des uns et des autres, parce qu'on a besoin de main-d'œuvre. Hein. Et tous ces gens ont formé tout un véritable bataillon qui a essaimé. Et puis grâce à eux, j'ai fait la connaissance de tous ces gens qui servent à ramener des informations. Les paysans, les curieux, à partir desquels on va pouvoir faire des travaux archéologiques. Donc ça, je trouve que c'est très important parce qu'on apprend l'importance de chacun dans la société. On ne se réfugie pas derrière ses titres et ses fonctions, mais on sait que chacun joue un rôle et qu'il faut en tenir compte et qu'il faut l'associer. Géo a réussi auprès des autorités du CNRS, ce qui a dû demander beaucoup de travail et beaucoup de temps. Il a réussi à étoffer son équipe. Alors il l'a étoffé avec quelle orientation ? Il est resté très matérialiste d'une certaine façon. Le laboratoire s'est surtout intéressé aux objets et aux structures autour des objets. La partie que je qualifierais de sciences humaines n'était pas son propos fondamental. Maintenant, l'archéologie préhistorique voit les choses avec des angles différents, mais ça a commencé par le matériel. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire partir de l'objet ? Oui, partir de l'objet, observer sa place sur le terrain, et puis une fois en laboratoire, l'objet, l'analyser. Jean Bourris a commencé à faire les premières analyses, analyses pétrographiques, donc pour essayer de retrouver l'origine des zones, d'où provenaient ces matériaux. Donc c'était le début de tout ça.
les années 60, quand il y a eu le déménagement de l'Institut vers le campus de Beaulieu, sont venus s'installer à côté du laboratoire d'anthropologie des physiciens. Et finalement, ce rapprochement de deux disciplines différentes a donné naissance à quelque chose de très différent, puisque les physiciens en question se sont intéressés à l'archéologie et aux méthodes de datation. Donc voilà comment ça s'est fait. Ça a été vraiment un rapprochement physique de chercheurs et puis l'évolution de la recherche aussi. Donc finalement, cette espèce de mariage s'est fait assez naturellement suite à ce déménagement, quoi. Et il a assez tôt aussi fait appel au sens biologique, hein, notamment avec la palynologie et l'anthracologie, parce que là aussi, il avait une approche de l'archéologie qui n'était pas que centrée sur la culture matérielle, mais aussi sur les environnements des sites et comprendre voilà, dans quel milieu les gens avaient vécu. Donc dès que ces disciplines-là ont commencé à se développer, il a essayé aussi de les attirer vers son laboratoire, et aujourd'hui, ça se vérifie par l'importance du plateau d'archéobotanique du laboratoire. Est-ce que c'est lié au fait que son domaine de recherche, qui est plutôt la préhistoire, où on a des données qui, entre guillemets, qu'il faut faire parler avec beaucoup d'efforts, parce qu'il n'y a pas beaucoup de symboles, beaucoup de signes sur les monuments, ils sont assez mutiques. Donc est-ce que ça a un rapport à ça, le fait de faire intervenir justement des méthodes et des disciplines qui seraient à même de faire parler, entre guillemets, les monuments? Oui, probablement. Hein. Effectivement, je dirais que moins les vestiges sont bavards et plus il faut être créatif pour aller extorquer les informations. Jacques Briard étant spécialisé sur l'âge du bronze, très vite, la chimie des métaux s'est développée au laboratoire. Ils ont mis en avant le fait que la composition de ces objets nous racontait quelque chose sur l'origine des matières premières, et que cette origine des matières premières, elle nous renvoyait vers les circuits de circulation entre populations, voilà, dès la préhistoire. Donc voilà, à chaque fois, c'est un fil d'Ariane qu'on tire et qui oblige finalement à aller vers d'autres disciplines pour répondre à des questions auxquelles on ne peut pas répondre, quoi. Et puis, au cours des dernières années, il y a quand même eu l'aspect humain qui s'est trouvé développé. C'était un domaine qui échappait à Gio. Essayer de comprendre l'histoire et puis aussi élargir l'archéologie de la période préhistorique, non écrite, comme on le disait de mon temps. L'histoire commence avec l'écrit. Avant l'écrit, il n'y a pas d'histoire. Avec un peu de gallo-romain et puis aussi pas mal de médiéval. Vous êtes toujours associé au laboratoire maintenant? Ah oui, moi je viens, je suis à l'autre bout du monde, je m'en moque, si je peux venir, je viens. Je trouve ça rigolo. De revenir ici? Ah oui. Vous aimez bien revenir ici? Ah oui, beaucoup, oui. Et puis je vois l'évolution, et puis j'apprends des choses. Et puis je retrouve des gens que je connais. Et ça continue. Hein. Il y a des tas de domaines auxquels on touche et qui fédèrent plein de choses et qu'il faut avancer l'ensemble. C'est ça, on ne reste pas bloqué dans un petit domaine. Et j'ai un de mes collègues de l'université d'Abidjan qui a été très vite associé ici. Et il vient régulièrement en mission en Bretagne. Donc, quand vous parlez d'ouverture, c'est aussi l'ouverture du laboratoire sur le monde. Tout à fait. Donc le mégalithisme par des gens du labo a été étudié en Asie et en Afrique. C'est important quand même. On met en relation les gens qui ont une chance de s'entendre entre eux, de se compléter. Et puis parfois ça va plus loin. Pas toujours, mais parfois. Qu'est-ce qui est le ciment de toutes ces relations qui se tissent? Je crois que c'est la curiosité intellectuelle et humaine. Et puis une certaine forme de modestie dans le travail. Au final, quand même, l'archéologie et son étude des artefacts, de la culture matérielle, ça sert quand même un peu à raconter une histoire ou des histoires. Hein. Ça servait autrefois et ça sert encore auprès du grand public. Mais
Ce que je voulais dire aussi, c'était par rapport à, comment dire, reprocher des fois à l'archéologie, qui a eu dans son histoire aussi le besoin de se séparer de l'histoire. Ah oui. Mais on a l'impression que maintenant, peut-être l'archéologie est devenue un peu trop techniciste et qu'elle a du mal à produire du récit historique. Est-ce qu'on peut dire ça? Je crois pas. Je crois pas. C'est vrai qu'il y a un côté vision par le petit bout de la lorgnette, parce que c'est indispensable pour comprendre des tas de phénomènes. Mais pas forcément sur le coup, mais après coup, on trouve des liens entre ce petit bout de la lorgnette, d'autres petits bouts de la lorgnette, et on établit une autre histoire. Et c'est ça qui fait l'archéologie. C'est pas un détail. Ah, le bel objet. Ben oui, c'est un bel objet, mais il est là pourquoi? Il a été fait comment? Pour quelle destination? Et en ça, la démarche historique et la démarche archéologique se rejoignent. Ah non, c'est... Puis il y a de quoi faire. Il n'y a pas de quoi s'ennuyer.